Bonjour à tous, aujourd'hui on va décrypter ensemble une histoire complexe, celle du peuple afrikaner en Afrique du Sud. On va suivre le récit qui est présenté dans nos documents de référence pour retracer tout leur parcours, depuis les toutes premières origines jusqu'à la situation d'aujourd'hui. Et pour bien planter le décor, commençons avec cette phrase. C'est une citation choc tirée de nos sources qui pose d'emblée l'argument central. C'est une affirmation qui sonne presque comme un verdict, et c'est elle qui va nous servir de fil rouge. Alors, voilà notre programme. On va suivre le fil du temps de manière chronologique pour bien comprendre l'enchaînement des faits, étape par étape, toujours selon la perspective qui nous est présentée. Allez, on attaque avec la première partie. Tout commence au XVIIe siècle. Et ce qui est assez fou, c'est que cette histoire, elle ne débute pas du tout avec un grand projet de conquête. Non, non. Ça part d'une simple escale pour les bateaux néerlandais. Une petite station de ravitaillement qui, sans que personne s'en doute, allait devenir le berceau d'un tout nouveau peuple. Regardez à quel point ça va vite. En moins de 100 ans, un mélange de Hollandais, d'Allemands et de Huguenots français qui fuyaient la persécution a créé quelque chose de complètement nouveau, une identité propre. Mais attention, 1795, arrivée des Britanniques, et là, c'est un tournant majeur. Tout va changer. Juste une petite précision pour qu'on soit bien clair sur les termes, afrikaner ou boer, ça désigne ce même peuple qui est au centre de notre récit. C'est important de l'avoir en tête pour la suite. Et c'est là que les choses se corsent. L'arrivée des Britanniques, leur administration, leur langue. Tout ça va pousser une partie des Boers à dire « stop ». Ils se lancent alors dans un exode incroyable, le Grand Trek. Ils quittent tout et partent vers l'inconnu, à l'intérieur des terres. C'est un événement absolument fondateur pour eux. Et là, on a vraiment deux mondes qui s'ignorent complètement. D'un côté, les afrikaners qui vivent ce trek comme une épopée biblique, une quête de liberté pour leur peuple élu, et de l'autre, les Britanniques qui les voient juste comme une bande de rebelles qui défient leur autorité. L'incompréhension est totale, et bien sûr, ça va mener à la confrontation. Cette confrontation, elle va culminer dans la violence des guerres des Boers. Nos sources les décrivent comme une épreuve absolument terrible. Les Britanniques ont utilisé la politique de la terre brûlée. Ils ont créé des camps de concentration. Ça a laissé un traumatisme immense, une blessure qui, selon ces textes, ne se refermera jamais vraiment dans la mémoire afrikaner. On arrive maintenant à la période la plus connue, la plus controversée aussi, l'apartheid. Mais attention, les sources qu'on analyse insistent sur une distinction vraiment importante entre deux concepts qu'on a tendance à mélanger. Et pour comprendre leur logique, il faut saisir cette nuance. Voilà le point essentiel selon cette analyse. Il y aurait eu d'un côté le projet initial, celui du développement séparé, qui est présenté comme une vision où chaque peuple aurait son propre territoire pour développer sa culture, une séparation, et de l'autre, ce que serait devenu l'apartheid après l'assassinat de son théoricien, un système brutal qualifié de suprémaciste, de domination pure. C'est une distinction fondamentale dans le récit qui nous est proposé. On avance maintenant jusqu'à la fin de ce régime. Et de ce point de vue-là, la transition des années 90 n'est pas du tout vue comme une libération, mais plutôt comme une trahison politique, une négociation qui aurait mené à la perte pure et simple du pouvoir pour les Afrikaners. Alors, comment est-ce que ça s'est joué ? Selon cette lecture, tout commence par une promesse. De Klerk aurait demandé et obtenu le mandat de négocier un avenir basé sur des peuples séparés. Sauf que, une fois à la table des négociations, il aurait tout abandonné pour accepter le principe de l'ANC, un homme, une voix. Le résultat de ce point de vue est sans appel, une perte totale et irréversible du pouvoir politique, la perte de tout. Et nous voilà arrivés à aujourd'hui dans la fameuse nation arc-en-ciel de l'après-1994. Mais ici, les sources dressent un portrait, disons, très très sombre de la situation. Elles s'appuient sur des chiffres pour parler d'une crise profonde, une crise qui, selon elles, passe sous les radars. Regardons ces chiffres, c'est assez parlant. Premier point de repère. 1994, au moment du changement de pouvoir. Il y a plus de 53 000 fermes commerciales tenues par des Blancs. C'est notre point de départ. Et maintenant, aujourd'hui, d'après ces mêmes sources, on est passé à moins de 30 000. La chute est juste vertigineuse. En quelques décennies, près de la moitié a disparu. Pour les auteurs, c'est l'illustration parfaite d'une dépossession en marche. Mais il n'y a pas que l'économie. Le chiffre suivant est glaçant. Plus de 1300 fermiers blancs assassinés dans leurs fermes. Et la source insiste bien, il ne s'agirait pas de simple criminalité. Le terme employé est celui de nettoyage ethnique, pour décrire ce qui est présenté comme une campagne de terreur ciblée. Et enfin, la conséquence humaine de tout ça, ce chiffre. Environ 450 000 Sud-Africains blancs qui vivraient aujourd'hui dans une pauvreté extrême.
un phénomène que la source relie directement aux politiques de discrimination positive qui ont été mises en place après la fin de l'apartheid. Alors, la conclusion de cette analyse, c'est que l'objectif derrière tout ça n'est pas vraiment économique. Les auteurs affirment que même si ça ruine l'agriculture du pays, le but est ailleurs. Il est symbolique, il s'agirait d'une obsession de chasser les Blancs de ces terres, peu importe les conséquences. On termine donc sur cette question qui est en fait la conclusion terrible des sources qu'on a consultées. Le récit qu'on vient de parcourir, il dépeint un destin qui semble scellé, un avenir d'exil ou d'extinction. Alors la question qui reste, c'est est-ce qu'on est face à une tragédie unique, l'histoire isolée d'un peuple, ou est-ce que c'est une sorte d'avertissement, un récit qui pourrait résonner bien au-delà des frontières de l'Afrique du Sud? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.